La Cour de cassation a rendu un arrêt important le 12 novembre dernier en matière de responsabilité pénale en cas de fusion d'établissements publics. Pour revenir sur cette décision, j'ai le plaisir de recevoir Clément Launay, avocat directeur chez Cornet Vincent Ségurel. Clément Launay, bonjour. Bonjour. On va revenir sur cette décision et son importance. Tout d'abord, avant de rentrer dans le détail de cette décision, pouvez-vous revenir sur la décision concrète de cet arrêt, en quoi il est important? Alors, dans sa décision du 12 novembre 2025, la Cour de cassation est venue infirmer un raisonnement qui avait été suivi par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui était venue considérer que l'opération de fusion-absorption d'un établissement public par un autre faisait disparaître la personnalité juridique de l'établissement public absorbé et donc empêchait d'aller réprimer d'éventuelles infractions commises par cet établissement public absorbé, commises avant l'opération de fusion-absorption. C'est novateur ? Alors, c'est novateur pour les personnes morales de droit public, mais vous allez voir que en réalité, on est sur la conclusion d'une évolution jurisprudentielle qui date maintenant d'il y a 5 ans. Ce que dit la Cour de cassation dans cette décision-là du 12 novembre, c'est que finalement, il ne faut pas considérer la fusion-absorption comme la disparition absolue et intégrale de l'établissement public absorbé, mais plutôt qu'on a une continuité fonctionnelle, une continuité économique de la personne morale absorbée qu'on va retrouver dans la personne morale absorbante, et ce qui va entraîner un transfert de responsabilité pénale de la personne morale absorbée vers la personne morale absorbante. Alors, on va revenir justement sur ce transfert pour bien comprendre comment fonctionne le transfert de responsabilité pénale lorsqu'un établissement public en absorbe un autre. Alors, je crois que pour bien comprendre le raisonnement qui est suivi par la Cour de cassation aujourd'hui et qui s'applique maintenant pour tout type de personnes morales, si vous me permettez, je vais revenir un petit peu sur la position de la Cour de cassation antérieure. Antérieurement, la Cour de cassation, elle avait une approche dite anthropomorphique de l'opération de fusion-absorption. Ça veut dire quoi derrière ? Eh bien, l'idée... Dans le raisonnement de la Cour de cassation, c'était de dire l'opération de fusion-absorption est une forme de décès de la personne morale absorbée, et puisqu'il y a décès, on ne peut plus aller chercher la responsabilité pénale de la personne morale décédée, entre guillemets, et puis puisque il y avait une vraie scission entre la personne morale absorbée et la personne morale absorbante, en tout cas dans le raisonnement antérieur de la Cour de cassation, on ne pouvait pas non plus aller chercher la responsabilité pénale de la société absorbante, puisqu'on est responsable pénalement que de son propre fait. D'accord. Les régimes étaient séparés, c'est ça ? Les deux entités étaient entièrement séparées. Aujourd'hui, la Cour de cassation, avec ce critère de la continuité fonctionnelle et économique de la société, de la personne morale absorbée dans la personne morale absorbante, elle vient dire, on va reconnaître au sein de la personne morale absorbante un peu de la personne morale absorbée. Et donc, puisqu'on reconnaît un peu cette personne morale absorbée, on va s'autoriser à venir engager la responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la personne morale absorbée antérieurement à l'opération de fusion-absorption. Et c'est ça, l'intérêt de cet arrêt, c'est finalement de venir dire, ce raisonnement-là, cet abandon d'un raisonnement anthropomorphique, on va aussi l'appliquer aux personnes morales de droit public. Alors, exclusion faite de l'État et des collectivités territoriales qui ont un statut très particulier dans le Code pénal. Mais pour les syndicats mixtes, les établissements publics, ce transfert de responsabilité pénale est tout à fait envisageable. Comment vous expliquez cette décision ? Qu'est-ce qui a conduit à prendre cette décision ? Alors, ce raisonnement anthropomorphique de la Cour de cassation, finalement, est venu entrer en confrontation avec la jurisprudence européenne. On a notamment un arrêt de la CJUE de 2015 qui vient nous dire, écoutez, le transfert finalement de patrimoine de la société absorbée vers la société absorbante, elle permet tout à fait légitimement de considérer qu'il appartient désormais à la société absorbante d'aller régler les amendes pénales qui ont pour fondement les agissements de la société absorbée. Ça, c'est la CJUE en 2015. Et la CEDH en 2019 est venue dire que ce raisonnement-là, l'idée de se dire qu'il y a un transfert de responsabilité pénale, ne fait pas obstacle
au principe de personnification des peines. Donc l'un dans l'autre, finalement, la Cour de cassation, même si elle a tenté de résister un petit peu à l'évolution de sa jurisprudence et de son approche anthropomorphique, finalement, en 2020, par une décision du 25 novembre 2020, elle a cédé finalement et s'est mise à adopter le principe de ce transfert de responsabilité pénale. Donc il y a eu une construction jurisprudentielle petit à petit et la Cour de cassation est entrée un peu dans le courant de cette jurisprudence, c'est ça? Elle a pris le pli en tout cas, effectivement. Donc il y a cet arrêt du 25 novembre 2020 où la Cour de cassation vient nous dire, dans un cas d'espèce qui concernait des sociétés anonymes, eh bien je vais reconnaître le principe d'un transfert de responsabilité pénale. Cet arrêt a eu une portée un petit peu incertaine parce que pendant un temps, on a légitimement pu croire que cette évolution, finalement, l'abandon de cette approche anthropomorphique ne concernait que les sociétés anonymes. En 2024, la Cour de cassation est venue nous dire j'admets aussi un principe de transfert de responsabilité pénale dans le cas de fusion-absorption de SARL. D'accord, donc il y a eu des clarifications successives. Exactement, et puis en 2025, dans la décision dont on parle aujourd'hui, la Cour de cassation est venue nous dire j'applique aussi ce principe pour des personnes morales de droit public, en l'occurrence des établissements publics. On va s'intéresser aux conséquences en pratique. Qu'est-ce que ça amène comme conséquence? Alors, déjà en pratique, il y a peut-être une forme d'inquiétude qui peut naître chez les établissements publics qui peuvent se sentir concernés par le sujet, parce que ce que vient nous dire la Cour de cassation, c'est non seulement ce transfert de responsabilité pénale est tout à fait susceptible de les concerner, mais qu'en plus, il a vocation à s'appliquer pour toutes les opérations de fusion-absorption qui sont postérieures au 25 novembre 2020. Et donc, potentiellement, depuis 5 ans, un certain nombre d'établissements publics, de syndicats mixtes ou de personnes morales de droit public qui ont vécu des opérations de fusion-absorption peuvent se trouver bien visés par des enquêtes qui les concernent, non pas elles directement, mais par l'intermédiaire des entités absorbées. Donc l'idée, déjà pour ces personnes morales-là qui sont concernées, c'est déjà de faire un audit, je pense, d'essayer de rechercher dans l'historique, d'identifier un risque pénal potentiel, et puis de l'anticiper. Alors, de l'anticiper sur le fond, en essayant de comprendre comment est-ce que finalement on va peut-être pouvoir essayer de s'en sortir, mais essayer de l'anticiper également financièrement, et c'est comptablement. Facile d'anticiper ces risques? Alors non, c'est pas forcément facile, puisque potentiellement l'opération de fusion-absorption ne va pas forcément permettre des remontées historiques très longues, avec potentiellement de la disparition de documentation, etc., ce qui va rendre le risque un petit peu aveugle. Ça, c'est pour les opérations passées. Pour les opérations à venir, l'idée, ça va être, là encore, d'effectuer des audits auprès des établissements qui ont vocation à être absorbés, là encore pour essayer d'identifier la potentialité du risque pénal, de l'anticiper sur le fond et de l'anticiper aussi financièrement, comptablement, en essayant de anticiper l'amende qui pourrait intervenir en bout de chaîne si jamais le juge pénal constatait l'existence d'une infraction. On va conclure là-dessus. Merci Clément Launay. Je rappelle que vous êtes avocat, directeur chez Cornet Vincent Ségurel. Merci beaucoup.